Une gouvernante est engagée pour entretenir le manoir d'un millionnaire solitaire. Ce qu'elle fait le surprend. Partie 1. La maison silencieuse. Le manoir de Nicholas Grant se dressait au sommet d'une colline, dominant silencieusement l'immense océan en contrebas. Au coucher du soleil, la dernière lueur du jour se reflétait en un doux halo doré sur les grandes baies vitrées, tandis qu'à l'intérieur, tout demeurait plongé dans un silence pesant. 3 ans s'étaient écoulés depuis la mort de son épouse, et depuis autant de temps, aucune vibration ne traversait la maison, hormis les pas de l'ancienne gouvernante ou le grincement des portes lors des nuits venteuses. Nicholas, autrefois un millionnaire prospère connu pour son sens aiguisé des affaires, n'était plus que l'ombre de lui-même. Le travail continuait, mais la joie, elle, s'était évanouie depuis longtemps. Le jardin de roses, jadis chéri et soigné par sa femme, avait dépéri. Chaque tableau de la maison était recouvert de poussière, et le piano, sur lequel Amelia jouait chaque matin, restait muet sous un drap blanc. La rumeur prétendait que Nicholas ne supportait plus la musique. Chaque note, chaque écho, ravivait en lui des souvenirs qu'il s'acharnait à enfouir. Pourtant, même Nicholas ressentait à quel point l'absence prolongée de son accablait la maison d'une lourdeur encore plus profonde. Un matin, alors que le soleil perçait à travers les épais rideaux, il s'arrêta devant la vaste baie vitrée et contempla, d'un regard pensif, le jardin en friche qui s'étendait au-dessous de lui. D'une voix douce mais résolue, Nicholas s'adressa à la gouvernante. « Faites venir quelqu'un. Pour nettoyer, remettre de l'ordre. » La gouvernante acquiesça, et quelques jours plus tard, Clara Evans franchit le seuil de sa vie, apportant avec elle des mélodies que Nicholas avait oublié avoir aimées un jour. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous en commentaire d'où vous nous lisez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres récits pleins d'émotions. Partie 2. Une gouvernante pas comme les autres. Clara passa les imposantes grilles en fer de l'immense propriété, ses yeux parcourant les murs couverts de mousse et les larges fenêtres plongées dans l'obscurité. La demeure ressemblait à un château abandonné, enfermant à l'intérieur ses souvenirs du passé. Guidée par l'ancienne gouvernante à travers le grand hall, Clara ressentit immédiatement la froideur qui imprégnait chaque recoin. La lumière, filtrant à peine à travers les rideaux épais, dessinait de longues ombres sur le sol en bois ciré. Vous serez en charge du salon, de la bibliothèque et du jardin à l'arrière, expliqua la gouvernante. Monsieur Grant n'aime pas le bruit, alors agissez avec discrétion. Clara hocha la tête sans mot dire, bien que sa curiosité fût piquée au vif. Comment un homme si fortuné pouvait-il laisser sa maison se délabrer de la sorte? À peine entrée dans le salon pour commencer son travail, Clara remarqua un grand piano à queue, silencieux dans un coin de la pièce. Les touches étaient couvertes de poussière, et le drap qui le recouvrait avait jauni avec le temps. Elle hésita. Étudiante en musique autrefois, Clara avait rêvé de jouer sur des pianos de cette envergure. Mais ce rêve avait dû être mis en veille lorsqu'elle avait quitté l'école pour des raisons financières familiales. Incertaine, elle ôta délicatement le drap et s'assit sur le tabouret. Ses doigts frôlèrent les touches, égrenant une douce mélodie classique qui, comme par magie, sembla réveiller les murs de la vieille bâtisse. Depuis le haut de l'escalier, Nicholas Grant se tenait immobile, son regard froid fixé sur elle. « Je ne me souviens pas vous avoir demandé de jouer du piano » lança-t-il d'un ton glacial. Surprise, Clara se leva d'un bond, confuse et gênée. « Je suis désolée, monsieur. Je voulais juste enlever la poussière, et... » Elle esquissa un léger sourire. « Je n'ai pas pu résister. » Nicholas s'approcha, effleurant les touches encore couvertes de poussière, le regard perdu au loin. « Je vous ai engagé pour faire du ménage, pas pour donner un concert. » Clara baissa la tête et rassembla ses affaires. Mais avant de quitter la pièce, elle laissa échapper une simple phrase, d'une voix douce, empreinte de chaleur. « Monsieur Grant, parfois, une maison a besoin de musique elle aussi. » Nicholas resta immobile dans la pièce désormais vide, tandis que les dernières notes jouées par Clara s'évanouissaient. Ces mots résonnèrent bien plus longtemps dans son esprit qu'il ne l'aurait cru. Partie 3. Un lien qui se tisse. Clara ignorait quelle impression elle avait faite à Nicholas. Pourtant, dès lors, chaque fois qu'elle nettoyait le salon, elle s'asseyait quelques instants au piano, effleurant les touches et jouant de courtes mélodies apprises à l'époque où elle étudiait la musique. De brèves notes, certes, mais qui insufflaient un soupçon de vie dans cette maison étouffée par le silence depuis trop longtemps. Nicholas n'entrait presque jamais dans le salon, mais Clara sentait souvent son regard posé sur elle, depuis quelques recoins éloignés. Parfois, elle apercevait son reflet dans la vitre,
posté sur l'escalier ou derrière une porte entrebâillée. Une fin d'après-midi pluvieuse, Nicolas rentra plus tôt que d'ordinaire. En pénétrant dans le hall, son manteau trempé par l'averse, il s'immobilisa en entendant les notes de piano s'élever du salon. Clara jouait, Clair de lune, la pièce préférée d'Amelia, la défunte épouse de Nicolas. La mélodie planait doucement, comme si les mains d'Amelia parcouraient de nouveau ses touches. Nicolas ne franchit pas le seuil. Il écouta depuis l'ombre du couloir, puis s'éclipsa sans dire un mot. Mais cette nuit-là, le manoir parut un peu moins glacé que d'habitude. Le lendemain matin, alors que Clara dépoussiérait le piano, Nicolas passa à l'improviste. Il s'arrêta sur le pas de la porte, ses yeux glissant un instant vers l'instrument, avant qu'il ne lâche. « Si vous restez, jouez au moins quelque chose qui ait de l'âme. » Clara leva la tête, surprise, puis sourit. « Je ferai de mon mieux, monsieur. » Malgré la distance de son ton, Nicolas semblait accepter, en silence, la présence de la musique dans sa maison. Il ne l'empêchait plus de jouer, et ne montrait aucun signe d'agacement face à ses mélodies. À partir de ce jour, chaque fois que Clara se mettait au piano, Nicolas rôdait à proximité, même de loin, et à chaque note, on aurait dit que sa solitude s'allégeait un peu plus. Partie 4. Les blessures du passé comme à son habitude, Clara pénétra dans la bibliothèque de la demeure Grant, où la lumière timide du matin projetait de longues ombres sur les étagères empoussiérées. Durant son nettoyage, son attention était souvent attirée par le petit coin du bureau où se trouvait une vieille boîte en bois, laissée intacte. Ce jour-là, alors qu'elle replaçait des ouvrages, un carnet glissa de ses mains, heurtant légèrement la boîte. Poussée par la curiosité, Clara souleva doucement le couvercle. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées et quelques partitions inachevées. Au fond, une lettre signée d'Amelia, la défunte épouse de Nicolas. Une lettre jamais envoyée, jamais ouverte. Clara s'assit, parcourant du regard l'écriture fine et élégante d'Amelia. « Mon cher Nicolas, si tu lis ces mots, c'est que je ne suis plus à tes côtés, mais j'espère de tout mon cœur que notre maison reste emplie de rire et de musique. Ne laisse pas le silence l'envahir, Nicolas. Vis, aime, et n'oublie pas la beauté qui t'entoure encore. » Le cœur serré, Clara referma doucement la lettre. Avant de quitter la bibliothèque, elle déposa la boîte sur le bureau de Nicolas, sans mot dire. Le lendemain, tandis que Clara jouait une douce mélodie au piano du salon, Nicolas fit une apparition inattendue. Cette fois, il ne se cacha pas dans l'ombre ni derrière une porte. Il entra et s'assit en silence, écoutant jusqu'au dernier accord. « Vous aimez la musique, n'est-ce pas ?» demanda Nicolas, le regard fixé sur l'instrument, la voix plus chaude mais empreinte de distance. « Oui, » répondit Clara avec un sourire. « C'est tout pour moi. J'ai dû interrompre mes études pour subvenir à mes besoins, alors j'ai accepté ce travail. » Nicolas laissa errer son regard vers la fenêtre. « Et vous vous contentez de faire le ménage ici ?» Clara eut un léger rire, caressant les touches du bout des doigts. « La musique peut exister partout, tant qu'il y a quelqu'un pour l'écouter. » Nicolas ne répondit pas, mais dans ses yeux brillait une étincelle que Clara ne lui connaissait pas encore. Lorsqu'elle se leva, Nicolas demeura dans la pièce, les yeux rivés sur le piano, des souvenirs affleurant à nouveau. Sur son bureau, la boîte en bois et la lettre d'Amelia témoignaient discrètement qu'un peu de chaleur pouvait encore faire revivre cette maison et le cœur de Nicolas. Partie 5. Faire revivre la maison tôt le matin, alors que les premiers rayons du soleil traversaient les larges baies vitrées, Clara entreprit son rituel quotidien. Mais au lieu de repartir aussitôt sa tâche accomplie, elle s'attarda dans le jardin situé derrière la maison. Autrefois la fierté d'Amelia, le jardin était désormais en friche depuis sa disparition. Les rosiers desséchés, les ronces qui envahissaient la petite barrière de bois menant à la mer, tout attestait de l'abandon. Avec soin, Clara tailla les branches mortes, désherba, arrosa les quelques rosiers encore vivants. Chaque après-midi, une fois les pièces remises en ordre, elle s'installait devant le piano, laissant ses doigts glisser doucement sur les touches. Les mélodies rompaient le silence permanent de la maison. Nicolas, souvent posté sur les marches de l'escalier, écoutait sans se montrer. Un après-midi d'automne, alors qu'il se promenait dans le jardin, Nicolas aperçut Clara assise sur les marches en pierre, en train de replanter un jeune rosier. « Je ne pensais pas que ce jardin pourrait un jour revivre, » dit-il doucement en s'approchant. Clara lui offrit un sourire, tout en continuant son travail. « Ce ne sont que des fleurs, monsieur. Elles ont juste besoin d'attention. Comme les gens, finalement. » Nicolas est hôte. Ces mots résonnaient en lui, rappelant Amelia,
qui croyait fermement qu'avec un peu d'amour et de persévérance, rien n'était jamais vraiment perdu. Dès lors, Nicolas cessa de fuir Clara. À chaque fois qu'elle jouait du piano, il s'installait dans le salon pour l'écouter jusqu'à la dernière note. Un soir, après qu'elle eut terminé, Nicolas s'approcha en silence. Il s'assit en face d'elle, servit une tasse de thé supplémentaire et resta plus longtemps que de coutume. Amélia jouait ce morceau tous les matins, dit-il d'un ton songeur en fixant le piano. Elle disait toujours que la musique donnait vie à la maison. La musique nous ramène à ce qu'on aime, murmura Clara. Nicolas hocha la tête, le regard voilé de tristesse, mais un peu plus léger que d'ordinaire. Ce même week-end, au moment où Clara s'apprêtait à partir, Nicolas la retint. « Clara, dit-il, voudriez-vous rester dîner ce soir? Ça fait tellement longtemps que cette maison n'a pas accueilli de convives. » Surprise, Clara hésita, puis accepta. Le dîner se déroula dans une atmosphère chaleureuse, seulement éclairée par la lumière vacillante des bougies. Nicolas parut moins froid, plus abordable. Elle découvrit un homme réservé mais attentif. Après le repas, ils s'installèrent sur la terrasse, savourant un thé en regardant la lune se refléter sur l'océan tout proche. Les vagues, caressant en douceur le rivage, inspiraient la sérénité. Clara serra légèrement son châle autour de ses épaules, réchauffant ses mains autour de la tasse. Nicolas, le regard perdu vers l'horizon, la questionna soudain. « Comment faites-vous pour rester si optimiste? La vie n'a pas dû être facile pour vous, n'est-ce pas ?» Clara le regarda, un peu surprise. Puis elle sourit, d'un sourire léger. « Vous avez raison. Je ne suis pas épargnée par les épreuves. Un temps, je me destinais à être pianiste, mais quand ma mère est tombée malade puis nous a quittés, j'ai dû quitter l'école pour travailler. Toutefois, elle leva les yeux vers le ciel étoilé. J'ai compris qu'on pouvait trouver du bonheur dans les petites choses, soigner un jardin, jouer un morceau ancien. » Nicolas posa doucement sa tasse, laissant son regard se perdre sur la mer. « Vous savez, Clara, dit-il, la voix grave et chargée d'émotion. Pendant longtemps, je n'ai pas pu remettre un pied dans cette pièce. » Clara tourna la tête vers lui. À la lueur du lampadaire, elle discerna une fatigue et un chagrin profond sur le visage habituellement impassible de Nicolas. Chaque matin, reprit-il, un mince sourire empreint de nostalgie aux lèvres, Amélia s'asseyait là et jouait, des morceaux dont j'ai oublié le nom. Mais je me souviens de son expression, ses yeux fermés, comme si rien ne la rendait plus heureuse que ses notes. Il se tut, le regard se perdant à l'endroit où l'océan rejoignait le ciel. Puis, un après-midi pluvieux, elle est partie. En quelques heures à peine, je n'ai pas eu le temps de comprendre. Clara resta silencieuse, absorbant chaque mot. Après sa mort, enchaîna Nicolas, le regard sombre, cette maison est devenue un vide effrayant. Je croyais que perdre quelqu'un était le pire malheur au monde. Mais je me trompais. Il la fixa alors, sa voix se faisant plus douce. Le pire, c'est de vivre dans un endroit plein de souvenirs, tout en ressentant chaque jour l'absence qu'ils laissent derrière eux. Clara serra un peu plus sa tasse contre elle, le cœur étreint par la peine de Nicolas. J'ai fermé mon cœur, poursuivit-il en levant les yeux vers le ciel constellé. Je me suis dit que si je laissais tout sombrer dans le silence, la douleur finirait par s'estomper. Mais elle reste là, comme un feu qui couve sans jamais s'éteindre. Un léger vent marin caressa la terrasse, apportant l'odeur salée des vagues, sans pour autant dissiper la tristesse de Nicolas. Partie 5, suite. Guérir les blessures assises à ses côtés, Clara sentait toute la profondeur de la détresse qu'il portait en lui depuis des années. Elle posa sur lui un regard empreint de douceur. « M. Grant, dit-elle doucement, je ne pense pas qu'Amélia aurait voulu que vous viviez ainsi. » Nicolas tourna légèrement la tête, intrigué. « Même si je ne l'ai jamais connue, je devine, à la façon dont vous parlez d'elle, combien elle vous aimait. Et je suis persuadé qu'une personne qui aime autant ne souhaite pas voir celui qu'elle chérit se perdre dans la tristesse, ni vivre comme une ombre dans sa propre maison. » Nicolas resta silencieux, le reflet de la lune dans ses yeux semblant raviver un écho lointain. « Peut-être que la musique, continua Clara en effleurant à nouveau les touches du piano, est la façon dont elle demeure auprès de vous. Et je suis convaincu qu'elle voudrait que vous retrouviez le bonheur, même en son absence. » Nicolas ferma les yeux, laissant les paroles de Clara pénétrer son cœur. Lorsqu'il les rouvrit, son regard semblait plus apaisé, comme si un poids venait de se détacher de lui. « Vous le pensez vraiment ?» murmura-t-il. « Oui, affirma Clara, le sourire aux lèvres.
Les gens qu'on aime ne souhaitent jamais nous voir souffrir. Ils veulent qu'on continue à vivre, à aimer et à apprécier tout ce qui nous reste. Nicholas observed long at Clara. Il lisait dans son regard une sincérité et une chaleur qu'il croyait disparues avec la mort d'Amelia. « Clara, dit-il, la voix légèrement brisée mais reconnaissante, vous semblez comprendre Amelia mieux que moi, alors que vous ne l'avez jamais rencontrée. » Clara laissa échapper un rire doux, tout en jouant un air léger. « Parfois, on n'a pas besoin de connaître l'autre pour deviner la nature de son cœur, Monsieur Grant. » Dans le silence qui s'ensuivit, bercé par le clair de lune et le ressac de la mer, Nicolas réalisa que la maison n'était plus uniquement un tombeau de souvenirs. Amelia resterait toujours en lui, mais désormais, Clara était là, avec sa patience, sa compréhension et sa force tranquille. Il poussa un soupir, moins pesant que d'ordinaire, comme s'il entrevoyait enfin une lueur nouvelle. « Je crois que la musique est parfois la seule façon de panser les blessures, » souffla Clara. Nicholas hocha la tête. « Esquissant un sourire discret. »« Clara, ajouta-t-il avec sincérité, ton arrivée m'a montré que tout n'était pas perdu, qu'on pouvait retrouver certaines choses, même si ce n'est pas toujours de la manière qu'on imaginait. » Clara se contenta de lui répondre par un sourire doux. Sous la lune, en compagnie du bruit lointain des vagues, deux êtres ayant connu la peine et la solitude trouvaient peu à peu un apaisement dans la présence de l'autre. « Parfois, le passé fait partie de nous, dit Clara, la voix empreinte de compassion. Mais si on s'y accroche trop, on oublie de vivre le présent. » Nicholas acquiesça. Il lui était clair que Clara avait non seulement redonné vie à la maison, mais avait aussi ranimé la partie de son cœur qu'il croyait morte à jamais. « Merci, Clara, murmura-t-il. Grâce à toi, le silence a quitté ses murs. Parfois, répondit-elle en souriant, il suffit qu'une personne nous rappelle que le bonheur est toujours là, quelque part. Nicholas contempla l'horizon, tandis que Clara l'observait in silence. À cet instant, il ne ressemblait plus au millionnaire froid et inaccessible de leur début. Elle distingua enfin chez lui un homme meurtri, mais capable d'une grande douceur, un homme qui avait simplement oublié comment ouvrir son cœur. Pendant que la brise marine déposait un imperceptible parfum de rose sur la terrasse, ces roses qui, comme la maison, refleurissaient peu à peu, Nicholas Grant se laissa aller à l'idée qu'un nouvel avenir pouvait exister. Partie 6. Un rêve et une demande près du piano. Les jours d'automne s'égrenaient doucement. Le manoir en bord de mer retrouvait un souffle nouveau. Le jardin de roses s'ornait de nouveaux bourgeons, le salon résonnait quotidiennement de mélodies au piano, et les dîners n'étaient plus noyés dans un profond mutisme. Clara poursuivait son travail, mais elle n'était plus seulement la gouvernante, elle faisait partie intégrante de la maison. Nicolas, jadis distant et réservé, se promenait souvent avec elle dans le jardin, l'écoutant jouer et discutant de tout et de rien. Un après-midi, alors que Clara rangeait des livres dans la bibliothèque, Nicolas entra, un dossier plié à la main. « J'ai contacté l'académie de musique où vous étiez inscrite, » annonça-t-il d'une voix douce mais assurée. « Ils acceptent de vous reprendre pour achever votre cursus. » Clara, stupéfaite, s'arrêta dans son geste. « Comment? Comment l'avez-vous su ?» demanda-t-elle. Nicolas esquissa un léger sourire. « Je fais attention, Clara. Je vois bien dans vos yeux, quand vous jouez, à quel point ça compte pour vous. » La gorge nouée, Clara ne parvint plus à parler. « Je croyais ce rêve perdu, » finit-elle par murmurer. « Personne ne devrait abandonner ses rêves, » répondit Nicolas. « Si vous avez réussi à redonner vie à une maison oubliée, vous pouvez certainement poursuivre votre passion. » Les yeux embués de larmes de joie, Clara ne trouva rien d'autre à offrir qu'un sourire de gratitude. Ce soir-là, pour marquer ce nouveau départ, Nicolas lui demanda de jouer une pièce dans le salon. Clara s'installa au piano tandis que la fraîcheur de l'automne enveloppait doucement l'extérieur. Ses doigts caressèrent les touches, et une mélodie tendre enveloppa la pièce d'une chaleur délicate. Quand le morceau prit fin, Clara leva les yeux. Nicolas se tenait près d'elle. « Te roisa le regard de Richard. Il cracha. « C'est toi qui as fait ça. Richard Henny Silapa. Tu t'es fait ça tout seul. » Pour la première fois de sa vie, il ressentit autre chose que la simple colère ou le besoin de justice. Il ressentit un véritable but. Richard aurait dû se douter qu'un individu comme Frank Dawson ne capitulerait pas si facilement. Une semaine après l'arrestation, il reçut un appel urgent. Dawson s'était échappé. Le fourgon qui le transportait vers une prison de haute sécurité avait été attaqué. Un plan,
Un pot devine. L'homme qui avait torturé Emily était libre. Le sang de Richard S. Glocka. Emily. Sans perdre une seconde, il rentra chez lui. Elle était dans le salon, recroquevillée sur le canapé, un livre à la main. En voyant son visage fermé, elle comprit aussitôt que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il. Richard s'agenouilla devant elle, la regardant droit dans les yeux. Dawson s'est évadé. Mais je t'en fais la promesse, je ne le laisserai pas t'approcher. Emily ne se mit pas à hurler, ni à pleurer. Elle serra les poings et redressa la tête, déterminée. Alors on va l'arrêter, dit-elle. 2 jours plus tard, Frank fut repris dans un motel miteux alors qu'il tentait de passer la frontière. Cette fois, aucun arrangement financier ne le sauverait. Les preuves l'accablaient. Lors du procès, Richard resta aux côtés d'Emily, lui offrant une présence rassurante. Elle était nerveuse, triturant le tissu de sa robe, le souffle court. Mais quand Dawson parut, enchaînée, vêtue de sa combinaison orange, elle ne baissa pas les yeux. Le procureur l'appela à la barre. Richard vit la lueur d'hésitation dans ses yeux, mais elle se tourna vers lui. Il hocha légèrement la tête, comme pour lui dire « Tu es forte ». Elle prit alors une profonde inspiration et s'avança. La salle se tut lorsqu'elle s'installa sur la chaise des témoins. Elle était si frêle, perdue dans l'immensité du tribunal, mais lorsqu'elle parla, sa voix résonna clairement. « Je m'appelle Emily », dit-elle, les mains agrippées aux accoudoirs. « J'habitais au foyer de Frank Dawson. Mais ce n'était pas un foyer, pas un vrai. » Elle raconta tout, la faim, les punitions, les enfants disparus. Richard sentit la colère lui retourner l'estomac en voyant Dawson éviter son regard. « J'avais peur de dire la vérité, » poursuivit Emily, parce que je pensais que personne ne m'écouterait. Mais quelqu'un l'a fait. Elle tourna légèrement la tête vers Richard. Et grâce à lui, je n'ai plus peur. La gorge de Richard s'asserra. Il s'était toujours cru incapable de s'attacher ou de se soucier de qui que ce soit. Pourtant, en voyant cette fillette courageuse tenir tête à son bourreau, il sut qu'il avait changé. Le jury délibéra rapidement. Frank Dawson fut condamné à la prison à vie. Au son du marteau du juge, Emily relâcha un souffle tremblant, soulagé. Richard posa une main réconfortante sur son épaule. « C'est fini » murmura-t-il. Elle leva vers lui un sourire doux. « Non, ça ne fait que commencer. » Les papiers d'adoption étaient posés sur le bureau de Richard, attendant sa signature. Il les contemplait, le poids de leur signification lui serrant la poitrine. Quelques mois plus tôt, il n'était qu'un homme sans attache, sans famille, sans aucun intérêt pour autrui. À présent, en face de lui, assise au comptoir de la cuisine, une petite fille grignotait un sandwich au beurre de cacahuète, Emily. Elle était passée par l'enfer, et elle en était revenue. Aujourd'hui, elle était en bonne santé, plus souriante, plus confiante. Elle ne dissimulait plus de nourriture. Elle avait décoré sa chambre avec ses dessins et ses livres, et cette maison, autrefois froide et vide, résonnait désormais de sa présence. Emily balançait ses jambes sous le tabouret, puis leva les yeux vers lui. « Tout va sein ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Richard esquissa un rictus. Tu es si pressé de me supporter toute ta vie, Emily Ritt. Tu n'es pas si terrible que ça. » Il secoua la tête, amusé, puis prit une profonde inspiration. Il saisit le stylo et signa. C'était officiel. Emily Callahan, sa fille. Le soir même, ils dînèrent face à la table de la salle à manger. Pendant des années, Richard avait mangé seul. Mais ce soir-là, la place en face de lui n'était plus vide. Emily engloutit une bouchée de spaghettis avant de grimacer. « Tu es milliardaire? Pourquoi on n'engage pas un vrai cuisinier ?» demanda-t-elle, le nez froncé. Richard haussa un sourcil. « Tu n'aimes pas ma cuisine ?» Emily éclata de rire. « C'est toi qui as fait ça ?» Il sourit, narquois. « Ne prends pas trop l'habitude. » Elle rit encore, enroulant ses pattes autour de sa fourchette. Puis, après un instant, elle leva vers lui un regard sincère qui le toucha au plus profond. « Merci, » dit-elle doucement. Richard posa sa fourchette. « De quoi ?» Elle haussa les épaules. « De m'avoir trouvé, de m'avoir gardé. » Pour la première fois depuis longtemps, Richard Callahan se sentit complet. Il tendit la main pour ébouriffer ses cheveux. « C'est toi qui m'as sauvé, petite. » Elle sourit, et tandis qu'ils partageaient un dîner pas franchement réussi mais réconfortant, Richard réalisa qu'il n'était plus seul. Il avait trouvé une famille. Contre toute attente, un milliardaire endurci et une fillette perdue avaient découvert ce qu'ils n'avaient jamais connu,
un foyer. Richard Callahan, l'homme qui ne vivait que pour lui-même, avait compris que tout l'argent du monde ne valait rien s'il n'était pas partagé. Quant à Emily, l'enfant qui se croyait indésirable, elle avait enfin trouvé un endroit où elle était aimée. Cette histoire nous rappelle qu'il suffit parfois d'un geste de bonté pour changer une vie. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories pour d'autres récits émouvants, inspirants et inoubliables. Parce que parfois, un seul acte de gentillesse peut réécrire l'avenir de quelqu'un.